À l'âge de 18 ans, vous vous êtes fait amputer de la jambe droite. Que s'est-il passé? Alors j'étais hospitalisé déjà depuis plusieurs mois pour une autre maladie et il y a eu une erreur de médicament. Donc j'ai tout le dossier avec moi encore. YB Voice. Bonjour Nicolas de Regloudre. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, très bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ma maison. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? 66 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis tombé gravement malade à l'âge de 17-18 ans, donc j'ai été hospitalisé plusieurs années. Et pendant ce temps d'hospitalisation, j'ai perdu ma jambe et j'étais malade également de l'ensemble de l'organisme, parce que j'ai une maladie auto-immune. J'ai pu quand même reprendre des études, donc après j'ai fait des études de physique, de philosophie et même de théologie chrétienne. Et puis ensuite j'ai travaillé, mais difficilement, parce que j'avais beaucoup de retard par rapport aux gens de ma génération. J'ai donné des cours en université, j'ai fait des formations pour des entreprises, j'ai fait un petit peu de recherche, mais toujours avec des contrats un peu bordéliques, hein, parce que j'ai jamais eu de CDI par exemple de ma vie, j'ai toujours eu des CDD, des vacations, des difficultés parce que j'avais du mal à m'intégrer en fait, je me sentais souvent décalé par rapport aux autres, à des collègues ou par rapport à mes patrons par exemple. Et ça, c'était lié à votre handicap? Oui, c'est lié à mon handicap et ma maladie, les deux, qui me paralysaient, c'est certain. À l'âge de 18 ans, vous vous êtes fait amputer de la jambe droite. Que s'est-il passé? Alors j'étais hospitalisé déjà depuis plusieurs mois pour une autre maladie et il y a eu une erreur de médicament. Donc j'ai tout le dossier avec moi encore. Les médecins se sont trompés de médicaments, ce qui ont créé ce qu'on appelle une artérite, c'est-à-dire en fait le sang se coagulait dans les artères. Et ils ont essayé de rattraper ça, je suis passé plusieurs fois sur le billard et puis ça a déclenché une gangrène à la jambe. Et au bout de quelques mois, on a dû m'amputer une première fois, puis un an après, on m'a dû m'amputer une seconde fois parce que la gangrène montait et je suis resté très longtemps. Après, il y a eu la convalescence et puis la rééducation, donc j'ai perdu plusieurs années à cause de cela. À l'époque, vous en aviez souffert? Ah, beaucoup, oui, bien sûr. J'ai souffert à la fois du handicap et de la maladie, mais aussi beaucoup, je crois, et c'est ça qui m'est revenu au cours de mes marches ces derniers temps. C'est le décalage par rapport à ma génération, par rapport avec les filles, par exemple, donc ça se donne des problèmes affectifs, et puis les intellectuels, voilà. D'ailleurs, le comportement des filles à mon égard, il était très ambigu aussi, parce que moi je m'attachais, parce que j'avais besoin d'affection. Il y avait celle de mes parents, de ma famille, mais j'avais besoin d'affection par ailleurs, et j'avais souvent l'impression plus de pitié ou de condescendance. Aujourd'hui, vous me voyez, parce que aujourd'hui je suis en pleine santé, mais quand j'avais 20 ans, si vous avez vu en quel état j'étais, c'était quand même pas brillant. À la suite d'une marche en groupe dans le désert au Maroc, un homme vous conseille de faire le parcours du chemin de Compostelle. Qu'avez-vous retenu de votre voyage dans le désert au Maroc? C'était la première fois que je me risquais dans une marche plus longue que je n'avais jamais vraiment expérimenté avant. Cette marche dans le désert, c'était d'abord quelque chose dont je rêvais, c'était connaître le désert. Ensuite, on était quand même en groupe, donc on était plusieurs. Il y avait les berbères qui étaient là, qui étaient vraiment un soutien extrêmement sûr, qui nous aidaient de temps en temps avec des dromadaires, enfin qui m'aidaient moi personnellement avec monter sur des dromadaires. Et je me suis découvert capable de marcher partait sans rien, on n'avait rien, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de
les organisateurs avaient interdit les bouquins, on était uniquement avec les Berbères dans le désert. C'était une expérience extraordinaire. C'est l'animateur du groupe avec lequel vous êtes parti dans le désert au Maroc qui vous a conseillé de faire le chemin de Compostelle. Est-ce que vous, à cette époque, vous aviez pensé à le faire? Non, pas du tout, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Il ne m'a pas exactement conseillé, il m'a dit « tu es capable de faire le chemin de Compostelle », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sentis aucune pression, et quand j'ai raconté cela à mon épouse, eh bien, elle m'a acheté un livre sur Compostelle, et puis elle m'a acheté ce carnet. Elle m'a dit pars quand tu veux. Donc je montre, c'est un carnet dans lequel après j'ai écrit tout ce que j'ai vécu. Et j'ai ma fille qui a fait une collecte auprès d'amis et qui a récupéré près de 1 500 € pour que je parte sur le chemin. Vous pouvez expliquer ce dont vous avez besoin pour faire ce chemin? Il faut d'abord un peu d'équipement. Ensuite, il faut songer au fait qu'on va héberger dans ce qu'on appelle des hébergements, des auberges, ce qu'on appelle des donativos, c'est-à-dire des lieux où on donne un peu ce qu'on veut, parfois des hôtels, des hébergements municipaux. À droite et à gauche, donc on a besoin d'argent, et puis on a aussi besoin pour se nourrir, et puis j'en avais besoin moi aussi quelquefois pour acheter des éléments pour me soigner. Bon, c'est pas un gros budget, mais c'était quand même important. Le gros budget, ça reste quand même l'hébergement. Personnellement, vous attendiez quoi de ce voyage? Au début, j'ai voulu faire une expérience de vie. Sentir de quoi mon corps était capable. Ça, c'est quelque chose de très important parce que beaucoup de gens partent pour des raisons spirituelles, entre guillemets, un mot dont je me méfie un peu parce que je ne sais pas ce que les gens mettent sous ce mot. Mais c'était beaucoup plus une expérience du corps et de voir ce que mon corps, avec son handicap, maintenant que j'ai quand même une meilleure santé que j'avais il y a 30 ans, était capable de faire. Et alors, la première partie, la partie française, je l'ai faite très progressivement. C'est-à-dire, j'ai d'abord marché une dizaine de jours, puis je suis revenu. J'ai vu ma prothésiste qui a changé des choses dans ma prothèse, parce que je commence à avoir des plaies, des escarres qui sont très très douloureux quand on marche. Vous avez commencé votre aventure le 5 août 2013. Comment vous avez ressenti les premières foulées? Combien de kilomètres vous faisiez par jour? Au début, je pense que j'étais beaucoup plus audacieux et moins sage et moins prudent. Donc c'est vrai que j'ai fait des étapes trop longues. J'en ai même au début, au bout de 3-4 jours, j'ai dû faire une étape de 25 km. Ça m'est arrivé une ou deux autres fois après, mais je me suis toujours méfié de pas dépasser. Je me souviens je suis parti du Puy-en-Velay, de la première rue, des premiers regards des gens dans la rue, et ensuite dehors, paysan qui est en train de labourer son champ, et puis très vite sensible aussi à des choses dont je faisais moins attention avant au niveau de la sensibilité. Donc notamment les parfums, les parfums m'ont beaucoup marqué au début, les odeurs, les parfums, tout ça. Et puis les sons, les bruits du vent, des branches qui craquent, des oiseaux, le bruit de son sac à dos, le bruit de sa marche et tout ça. J'étais très 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 attentif à tous ces aspects-là. Puis bien sûr, la France est absolument magnifique, plus belle que l'Espagne d'ailleurs. Sur le plan du chemin que j'ai fait, la France c'est vraiment les paysages. En Espagne c'est d'autres choses, hein.
c'est plutôt les rencontres qu'on fait, parce qu'on a des gens qui viennent de tous les pays du monde. C'est le patrimoine de l'UNESCO, hein, c'est une très belle expérience aussi. Votre prothèse vous a-t-elle fait souffrir durant ce voyage? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Oui. Alors, surtout au début, surtout la première partie. Hein. Oh non, non, même jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais petit à petit, on l'apprivoise. Hein. D'abord, on apprivoise la souffrance, la douleur. Très vite, on fait le rapport entre les souffrances locales à cause de la jambe, de la prothèse, et puis l'état général. Et on ne s'aperçoit pas, par exemple, à quel point les souffrances locales peuvent agir sur en général. Et je me rappellerai toujours d'une fois où ça fait plusieurs jours que j'avais mal, mais je faisais attention à ça. Et puis je ne me suis pas aperçu que je fatiguais si bien que dans une ville, je me suis évanoui, pouf, devant un bar. C'était à Sahagún, en Espagne. Et, alors, les gens du bar sont venus me prendre, me servir une bière, etc. Ils m'ont mis dans une pharmacie. Et puis j'ai fini là, j'ai passé 2 jours dans un hôtel après pour me reposer complètement. Mais c'est vrai que le rapport entre la douleur locale et l'ensemble de l'organisme est quelque chose dont j'ai pris conscience au fur et à mesure, si bien que je fais toujours très attention à ça. Il m'est arrivé une autre fois de m'évanouir, je me rappelle. Mais ça c'est de ma faute, hein, je n'avais pas mangé le matin. J'étais tout seul dans un hébergement, je me dis oh, prochain village, je vais manger, puis pas de bol, brusquement, je suis tombé dans les pommes, au bord d'une route, j'étais vraiment tout bête, je me suis réveillé, je suis vite allé dans le village après, et puis j'ai bien mangé pour me rattraper. L'alimentation, c'est très important pour faire le chemin de Compostelle. Alors voilà, donc au début, je ne suis pas toujours méfié, mais le matin, bien manger, le midi, manger très très peu, et le soir, manger correctement. C'est le rythme que j'ai établi maintenant. Mais je me méfie du repas du midi, il ne faut pas trop manger le midi. Quand j'ai marché 4-5 heures, 5-6 heures, une orange, une banane, voilà, ou un petit sandwich, ça suffit. Par contre, le matin, effectivement, bien se nourrir, c'est important. 106 jours de marche, c'est long. Vous avez certainement eu le temps de passer par toutes les émotions. Avez-vous pensé à abandonner? Non, jamais. Je ne me suis jamais découragé. En revanche, il y a des moments où effectivement, je me disais qu'est-ce que je fiche là, quoi. Mais petit à petit, alors ça c'est très important dans le chemin, c'est que je ne me suis pas accroché à ce que je savais faire ou à mon expérience. J'ai fait confiance à ce qui allait se passer. Et il y a une anecdote que je raconte, je crois, dans mon livre. C'est un jour, j'avais passé une très mauvaise nuit dans un dortoir où tout le monde était là. J'étais vraiment pas bien. Je me suis levé à 1h, 2h du matin. Je suis parti marcher dans le noir. J'avais froid, puisqu'on était à 1200 mètres d'altitude. Et puis j'étais sale, je ne m'étais pas lavé, j'étais vraiment crasseux et tout ça. Et puis à 5-6 heures du matin, j'étais au bord du découragement, j'étais vraiment pas loin du découragement. Et puis, le soleil s'est levé, c'était mettre en évidence la surprise, quoi. Un lever de soleil comme un des plus beaux que j'ai vus pendant tout le chemin. Il y avait une mer de nuages, parce qu'on était en hauteur, il y a tous les oiseaux, les grillons, tous les sons se sont réveillés, ça a été... Et brusquement, tout ce que j'avais vécu, les 3-4 heures pour lesquelles je marchais, c'était difficile, ça a fondu. Puis à ce moment-là, il y a d'autres marcheurs qui sont arrivés, qui m'ont dépassé, et puis on a commencé à discuter, et c'est passé. Est-ce que vous avez connu des obstacles difficiles à franchir pendant votre étape? Par exemple, alors les rivières en crue, il pleuvait, et puis je me suis arrêté, mais non, c'est pas possible, je ne vais pas passer là, c'est un petit rue sur les guides, et puis j'ai face à moi un truc où quand j'enfonçais mes cannes anglaises dedans, il y avait 1 mètre d'eau, je ne pouvais pas passer. Et alors c'était vraiment très drôle, parce que ça m'est arrivé 2 fois, mais la première fois, il y a un groupe de scouts qui est arrivé juste à ce moment-là. Et ces scouts, ils ont fabriqué un pont pour moi. C'est très gentil. C'était drôle, ils sont partis partout, chercher des planches, des trucs comme ça. Ils ont fabriqué un truc et ils ont réussi à faire un pont sur lequel j'ai pu passer. Alors, ils me tenaient par la main chacun et puis on a traversé. Ça, c'est un obstacle. Mais si je regardais, oui, j'ai eu des petits obstacles. Ou alors, de temps en temps, je me suis perdu. Hein.
Sur le chemin d'Arles, je me rappelle, un jour je me suis perdu dans la forêt. Bon, j'ai raté le chemin. Et puis à un moment, je me suis retrouvé dans les bois et je ne retrouvais ni le chemin derrière ni devant. Alors je suis descendu pour rejoindre une rivière que j'ai longée. Et puis j'ai retrouvé après. On a des guides qui nous expliquent par où on passe. Bon, moi j'ai l'esprit un peu rebelle, alors les guides, je les regarde que de temps en temps, et puis je fais confiance en me disant oh, ben, on verra bien. De toute façon, il faut aller vers l'ouest, hein. Le soleil se lève, nous pousse le matin, et puis l'après-midi il nous tire, donc on se débrouillera. Mais c'est pas vrai du tout en fait, on doit faire des petits chemins un peu partout. Alors effectivement, il y a des balises. Alors sur le chemin en France, c'est des petites balises de chemin de grande randonnée qui sont indiquées. En Espagne, ils mettent des flèches jaunes. Donc on arrive à se repérer. Mais il y a quelques fois où j'ai traversé des régions où les balises elles sont bien cachées dans des coins et puis alors on se perd un peu, mais quand on se perd, on finit par s'en apercevoir assez vite. Quelle est la première chose que vous avez fait quand vous êtes arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne? Première émotion, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis mis torse nu sur la grande place de la cathédrale pour changer tous mes vêtements et mettre que des choses que j'avais lavées quelques jours avant pour me sentir tout neuf. Sur le coup, une immense joie et puis les surprises parce qu'il y a des gens qui m'avaient dépassé dans les derniers jours, qui m'ont vu et puis qui sont précipités pour m'accueillir. Donc c'était une immense joie. Et puis après, il y a eu c'était le lendemain que j'ai eu brusquement une grosse crise de larmes. Et la raison, c'était parce que je ne marchais plus le lendemain. J'avais tellement pris l'habitude de marcher, je marchais depuis tous les jours, ça devient quelque chose de naturel quand on a l'impression qu'on est devenu un nomade. Et c'est l'état naturel Et brusquement, je ne vais plus marcher, je suis arrivé. Alors j'ai eu une espèce de sentiment étrange, une grande déception de l'accueil qu'on reçoit là-bas quand on est seul. Il y a des tas d'organismes, de petites institutions qui accueillent les groupes, qui arrivent de ci, de là, mais quand on est seul, on est vraiment seul. Alors heureusement qu'on a des gens qu'on a vus et qui nous accueillent, mais à la limite, c'est pas ce qui m'a le plus emballé d'arriver là-bas. C'est vraiment la marche qui est pour moi mon grand bonheur. Après avoir parcouru 1530 km en 106 jours, comment vous avez récupéré physiquement et mentalement? Alors physiquement, pas de problème. Je trouve qu'on est presque plus en forme après avoir fait toute cette marche que quand on est parti. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti au moment où j'ai fait la marche, là, en 2014-2015. Et là, maintenant que je continue à marcher tout le temps, je suis plus en forme à la fin qu'au début. Mais pour cela, il faut marcher plus que 10-15 jours. Hein. Là, j'ai marché plus d'un mois, j'étais en pleine forme. Sur le plan mental, une fierté quand même, fierté d'avoir réussi cela. Une grande paix intérieure. Moi, je trouve que c'est très... Parce que le chemin, c'est aussi un dépouillement. Donc tout ce dont on est encombré sur le plan matériel, mais aussi de ses savoirs, par exemple, de ce qu'on sait, de ce qu'on est capable de faire, etc. C'est pour ça que ça ne nous appartient pas et puis que ça nous est donné au fur et à mesure qu'on en a besoin. Moi, quelque chose que j'ai très fortement vécu lorsque j'ai fait le chemin en 2015, c'est que tout ce que j'ai appris, je l'ai un peu envoyé promener, quoi. C'est-à-dire j'ai donné des livres que j'avais, des cours que j'ai donnés, des choses comme ça. J'ai tout balancé. Je me dis, je n'ai plus besoin de ça, ce n'est plus nécessaire. Et bien alors une des choses que j'ai vraiment découvert sur le chemin, que j'ai expérimenté sur le chemin, c'est la rencontre des autres. Parce que en Espagne, on rencontre des gens qui viennent de tous les pays du monde.
ça vient de Corée, du Japon, de Chine, d'Amérique latine, de toute l'Europe bien sûr, des pays scandinaves, ça vient d'Algérie, du Maroc. Il n'y a que d'Afrique noire que j'en ai pas très peu rencontré. Des Antilles, de l'Asie, du Sud-Est. Je me rappelle de deux petites thaïlandaises que j'ai rencontrées qui étaient merveilleuses, des Australiens. Donc alors ça c'est quelque chose qui est très vivifiant parce qu'on se sent faire partie d'une sorte de communauté. Et quand aujourd'hui je rencontre des gens qui ont fait le chemin comme moi, aussitôt on a un feeling entre nous, on se comprend, on a fait quelque chose ensemble. Voilà. Qu'avez-vous retenu de cette expérience? Il y a deux mots que j'avais écrits, je crois, dans mon livre. Il faudrait que je relise ce que j'avais écrit, mais c'est une certaine paix intérieure. J'avais des peurs avant qui ont disparu. J'avais des colères qui ont disparu, des ressentiments qui ont disparu, et je suis beaucoup plus paisible par rapport aux événements qui arrivent. Je ne vois plus la vie sous l'angle des réussites et des échecs, mais beaucoup plus sous l'angle d'une histoire, d'un conte qu'on vit, une histoire qu'on vit, une fiction qui nous accompagne, un récit. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon bouquin, avec mon éditeur, on est resté sur l'idée de récit. C'est un journal, mais c'est aussi un récit. J'ai des échecs, j'ai des réussites, mais ça fait partie d'une histoire, d'un récit. Alors ça, c'est un point important. La deuxième chose, donc, par rapport à la paix intérieure, deuxième chose, c'est la confiance, finalement. J'avais beaucoup de méfiance. Et là, je fais confiance aux événements qui vont arriver. Je vis beaucoup plus au jour le jour, quoi. Pourquoi s'inquiéter inutilement du lendemain? Le lendemain nous apportera ce qu'il a à nous apporter. Et puis s'il ne nous apporte rien, tant pis, ça sera toujours le lendemain, et puis on verra bien. Eh ben, merci Nicolas de Roglo de m'avoir accepté pour une interview. Merci à vous, Yannick. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci. YB Voice.